Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une alerte qui a été lancée par la Cour des comptes. Selon Pierre Moscovici et les magistrats de la rue Cambon, les comptes de la sécurité sociale sont désormais, je cite, hors de contrôle et la Sécu sera même menacée de crise de liquidité. Nous en parlons ce soir avec Éric Coquerel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député LFI, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Quelques chiffres pour commencer. De 21,1 milliards d'euros en 2025, le déficit de la Sécu pourrait atteindre 24,1 milliards en 2028. Faut-il prendre au sérieux cette alerte de la Cour des comptes, Éric Coquerel? Alors, il y a deux choses. L'alerte de la Cour des comptes, pour bien comprendre, elle se fait sur le niveau d'emprunt qui sera nécessaire pour la sécurité sociale, pour faire face, à partir de 2027, je crois, à hauteur de 70 milliards. C'est-à-dire, ça s'appelle l'ACOS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Bon. D'accord. Or, le système de remboursement pour la sécurité sociale, contrairement à la dette de l'État, je viendrai tout à l'heure, fait qu'on est obligé d'emprunter à court terme, donc c'est plus que ce qu'on ne peut emprunter. C'est là où ils disent, du coup, il y a un problème de liquidité. Pourquoi on en est là? Je parle encore une fois sous votre contrôle. Oui. Le trou de la Sécu se creuse à nouveau alors que la tendance était au redressement depuis 2021. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, en fait, le trou de la Sécu, le régime général de la Sécu, vous annonciez des déficits, il n'est pas en déficit. Entre les remboursements et les recettes, il n'est pas en déficit. Ce qui le met en déficit, c'est par exemple ce qu'on appelle l'amortissement à la CADES. C'est une caisse qui a été créée d'amortissement que la sécurité rembourse chaque année et qui fait qu'elle passe en déficit. D'accord ? Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre. Que le système global, pour l'instant, au moment où on se parle, et encore l'année prochaine vraisemblablement, n'est pas en déficit. Donc déjà, voyons ce qui met en déficit. Ce qui met en déficit, par exemple, c'est de rembourser ces emprunts au niveau de la CADES chaque année. Bien. Pourquoi il y a ces emprunts au niveau de la CADES ? Par exemple, il y a déjà des sommes qui sont quelque part indues. Pourquoi ? Parce que pendant le Covid, on a mis à peu près 92 milliards d'euros qu'on a imputés sur la sécurité sociale qui en réalité auraient dû être des dettes de l'État. D'accord. Tenir compte. Je vous donne un exemple, vous allez très bien comprendre. On a décidé d'aider les entreprises. On a mis du chômage partiel. Bon, c'est une dette de l'État qui part dans une situation exceptionnelle. Et bien ça, c'est devenu une dette sociale, imputée à la sécurité sociale. Or, la différence entre la dette de l'État et la dette sociale, c'est que la dette de l'État, figurez-vous, vous ne remboursez jamais le stock. Vous ne remboursez que les intérêts. D'accord ? Alors que la dette de la sécurité sociale, il se trouve que vous êtes obligé de rembourser le stock. Donc, en fait, ça nous a coûté beaucoup plus cher. Si l'État avait pris en charge sur son budget le chômage partiel, au lieu de le transférer sur la dette sociale, eh bien, on ne se retrouverait pas dans cette situation. Et figurez-vous, ça nous coûte environ 19 milliards d'euros par an à la Sécu, alors que c'était des aides de l'État décidées par l'État. Éric Coquerel, vous êtes en train de nous expliquer que ça n'est pas uniquement une flambée des dépenses sociales dans le pays qui arrive à cette situation ? Exactement. C'est un problème d'abord, avant tout, de recettes. De recettes par ce système de remboursement avec des sommes indues qui ont été mises par la sécurité sociale. De recettes parce que vous savez qu'il y a 90 milliards d'exonérations de cotisations par an qui sont en fait des aides de l'État aux entreprises, mais qui coûtent au système de la sécurité sociale. Alors on pourra dire, oui, mais quasiment tout est compensé. D'abord, quasiment tout, il en manque un peu. Et puis c'est compensé en allant prendre la TVA qui devrait servir à assurer le financement de l'État. Et enfin, on pourrait peut-être réfléchir, au lieu d'aller emprunter sur les marchés, et ça coûte cher, à par exemple augmenter un peu les cotisations. Prenons le régime des retraites. Un économiste comme Zemmour, avec Zemmour, l'autre, le bon, l'économiste, dit que par exemple, pour équilibrer le régime des retraites, si vous augmentez de 0,15 points les cotisations pendant 7 ans, vous équilibrez le régime des retraites. Bon, c'est un choix, c'est pas énorme. On pourrait aussi imaginer, par exemple, qu'on arrête de créer des auto-entrepreneurs, 700 000 emplois qui ont été créés sous Macron et qui ont une particularité, c'est qu'il n'y a pas de cotisation. Autrement dit, on a asséché les recettes de la sécurité sociale, d'où la question des déficits. Le rapport dit qu'il est indispensable de définir une stratégie de retour à l'équilibre impliquant, je cite, des mesures d'économie et de maîtrise des dépenses. On les fait où, les économies et la maîtrise des dépenses quand on parle de la Sécu? Alors, ça c'est peut-être moi ce qui m'oppose un peu souvent à la Cour des comptes et à son président. Pierre Moscovici. Pierre Moscovici. C'est que ce qu'il identifie comme problème, on est d'accord. Mais après, il y a deux manières de faire. C'est exactement comme, là, pour le coup, la question du budget de l'État. Soit vous vous dites, il y a trop de dépenses, il faut baisser les dépenses, soit vous vous dites qu'il n'y a plus assez de recettes. Le budget de l'État, c'est clair, on l'a créé, c'est-à-dire on a baissé de 60 milliards les recettes de l'État à coup de cadeaux fiscaux, notamment aux plus riches. Donc moi, ce que je dis, par exemple, c'est qu'il faut les récupérer, ces recettes, au lieu de baisser les dépenses. Et la Sécu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on peut le voir des deux manières. On peut le voir soit
en s'efforçant de donner plus de recettes à la Sécu, et puis peut-être d'apurer cette dette qui lui coûte très cher, par exemple, l'État pourrait reprendre la dette de la CADES. C'est une provision que je fais, qui coûterait moins cher, parce que l'État, je vous le dis, ne paye jamais son stock. Donc on bascule ce manque à gagner, cette dépense 140 milliards, je vous la donne. C'est 140 milliards à la 140 CADES. Milliards Moi, je propose que l'État le récupère, oui, mais quelque part, ces 140 milliards permettraient que chaque année, on ne ponctionne plus de l'argent sur la question de la sécurité sociale pour le rembourser. Ça coûterait moins cher parce qu'on rembourserait que les charges, les charges d'intérêt. Les intérêts de la dette. Et non pas le stock, alors que du côté de la Sécu, on rembourse le stock. Ça, c'est une proposition, par exemple. C'est pas comme si on avait des marges de manœuvre quand on parle des déficits et de la dette publique en France, dont on sait qu'elle coûte très cher. Bien sûr, mais mais il n'y a pas de problème. Mais sauf que là, on renvoie sur un autre débat. Vous savez que on pense qu'on peut assez facilement aller chercher 50, 60 milliards d'euros de recettes supplémentaires uniquement sur les ultra-riches. Je donne une autre méthode, par exemple. On peut très bien décider aussi qu'on fait cotiser les dividendes. Les rachats d'actions, etc. Ça rapporte 10 milliards d'euros par an. Donc, il y a la possibilité d'aller chercher des recettes supplémentaires. Je voudrais faire commenter ce qu'a dit le chef de l'État. Il a appelé à réformer le financement de notre modèle social en le faisant reposer moins sur le travail et davantage sur la consommation. Il ne l'a pas dit, mais ce que ça voulait dire, c'était qu'il repositionnait l'idée de TVA sociale. Est-ce que ce serait un moyen de régler la situation budgétaire dans laquelle nous sommes? C'est totalement contre-productif à tout niveau. D'abord parce que c'est très injuste, c'est l'impôt le plus injuste, qu'il n'est pas proportionnel. Deuxièmement, parce que c'est un impôt qui touche directement la consommation populaire. Et il se trouve que la consommation populaire, c'est un des feux de on va dire, quand la France, tout d'un coup, par rapport à l'Allemagne, l'an dernier, ne rentre pas en récession, c'est parce que vous avez une consommation populaire qui tient le coup. Si vous augmentez la TVA, vous allez amoindrir cette consommation populaire. Donc, c'est sûrement pas la bonne solution. Donc, la bonne solution, c'est plutôt d'aller chercher... Lui, il dit pas... Cette histoire de pas faire... si on embauche plus, par exemple, on embauche des fonctionnaires, on paye mieux les gens, d'accord? C'est une solution, mais mieux payer les gens par rapport, par exemple, aux bénéfices et aux dividendes. Vous allez faire en sorte qu'il y ait plus de cotisations qui vont rentrer et j'allais dire que le régime général de la Sécu s'en portera mieux. Mais là, on a l'impression que c'est un peu money time, si vous me permettez l'expression. Quand on voit que sur la croissance et sur le déficit, Bruxelles ne croit pas au redressement rapide promis par la France. Ils ont raison. Tel qu'on l'imagine pour l'instant. Sur les prévisions de croissance, notamment, et les prévisions de réduction des déficits. On n'y est pas. Tel qu'on va le faire, non. On prévoit de faire 40 milliards de baisse de dépenses l'année prochaine. Dans un période de reflux de l'activité économique, le bilan, tout le monde le connaît, c'est un aspect récessif sur l'économie. Donc, on va ne faire que développer, continuer le problème. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut rompre avec ces politiques d'offres et de compétitivité. Il faut relancer, moi je suis d'accord de relancer le travail. Alors, ça commence peut-être, par exemple, par ne pas proposer que les chauffeurs de taxi aient 30% de moins de revenus, par exemple. Par exemple, là, c'est une façon de dire on va faire des économies. Mais ça ne sera pas... Alors d'abord, il va peut-être falloir se demander... On leur demande de contribuer au contrôle des dépenses de transport sanitaire. Ça aussi, ça avait été montré du doigt par la Cour des comptes. D'accord, mais sont-ils responsables de ça? Est-ce que la responsabilité ne vient pas du fait qu'on a favorisé l'ambulatoire, on a fermé des hôpitaux de proximité, donc vous avez plus de temps de parcours? Est-ce que d'abord, ce n'est pas la première responsabilité? En plus, du côté des chauffeurs de taxi, on va donc dire, on va vous réduire vos revenus, de à peu près ils pensent 30%, donc c'est moins bon pour la consommation populaire. On nous dit qu'on veut valoriser le travail. C'est pas comme ça qu'on le valorise. Donc moi, je pense que le meilleur système, par exemple là, c'est de ne pas toucher cette dépense de 300 millions qui va nous coûter plus cher ailleurs et peut-être d'aller justement arrêter avec la fin des hôpitaux la disparition des hôpitaux de proximité ou du système qu'on a mis en place. Mais le problème, vous voyez, c'est que dès qu'on évoque des économies, on se retrouve dans la situation des chauffeurs de taxi. Évidemment, ça impacte forcément une profession, une catégorie, une corporation. Comment est-ce qu'on fait à l'automne? Alors, on ne fait pas des économies en commençant par toucher au travail, qui a déjà largement payé sa dette depuis des années au profit des revenus capital non investis. Donc on paye mieux le travail, on commence pas à moins le bien payer, et on paye un travail qui assure des cotisations. Donc par exemple, prenons les chauffeurs de taxi, on fait en sorte de favoriser plutôt les chauffeurs de taxi qui sont réglementés, qui payent des impôts, des cotisations, plutôt que les plateformes ubérisées qui emploient des gens qui, eux, ne payent pas de cotisations. C'est pas contre les chauffeurs, mais ils devraient être salariés et payer des cotisations. On peut se dire que ça va pas être simple à l'automne, ce budget? Ah, ça c'est sûr. Tel que c'est parti. Tel que c'est parti, ce sera pas simple. Merci.